Et est-ce que vous êtes prêts pour un autre segment de La Purge? Ouais, c'est là que le son tannant arrive. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment de la purge du mois de mai. Alors qu'est-ce que c'est? Premièrement, mon collègue JP le mois dernier a sorti une nouvelle idée de segment que j'ai trouvé plutôt intéressante. C'est un segment qui s'appelle La Purge. C'est de revisiter parce que, veut pas, on regarde notre collection et chacun a des habitudes de collectionneur différentes. Et là, je ne juge pas personne. Moi, personnellement, j'ai une très grosse collection et même des fois, je me dis un peu trop grosse. Parce qu'en revisitant les jeux et surtout en faisant mes segments mensuels aussi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de ces jeux-là qui sont là, mais pourquoi ils sont vraiment dans ma collection? Parce que c'est difficile d'avoir une collection parfaite, une ludothèque parfaite, donc comme JP avait fait aussi également un segment dans le temps. Et c'est des fois, c'est de revisiter un peu nos habitudes de consommation, de revisiter aussi les jeux qu'on a. Et là, bon, c'est certain, on a l'occasion, la chance de pouvoir essayer une tonne de jeux, de pouvoir en recevoir, mais également d'en acheter, d'en backer. Moi, j'en back encore beaucoup sur Kickstarter. Et des fois, on regarde les jeux et on se demande, est-ce qu'ils sont là pour les bonnes raisons dans notre collection? Donc, lorsque JP a fait ce segment-là, j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai même demandé, est-ce que je peux t'emprunter ce concept-là pour le mois prochain? Et il a dit oui, hein, fantastique, donc c'est le fun. Donc, c'est à mon tour de vous présenter une partie de ma purge. Donc, le but de la purge, c'est de vous parler de quelques jeux. Et là, le but, c'est pas d'étaler une liste de jeux à pu finir, qu'on va se débarrasser ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Le but est simplement de vous parler de certains jeux, donc de viser certains jeux et de vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles elles vont quitter la collection. Parce que c'est difficile, puis des fois on a un attachement émotionnel, d'ailleurs je vais en parler un peu plus tard. Des fois c'est juste de dire « Hey, dans telle situation, ce jeu-là serait parfait », mais en regardant les choses, et moi j'adore, je suis un fan de statistiques, et souvent je vais regarder à quand remonte ma dernière partie. Et des fois, je fais le saut en me disant « Wow, j'avais l'impression que j'avais joué il n'y a pas si longtemps que ça », mais ça fait un peu plus longtemps. Donc, peu importe la raison, et c'est le but justement du segment, c'est de prendre le temps de vous expliquer sur quelques jeux. Donc, le premier jeu que j'aborde dans la purge va être City of the Big Shoulders. Alors, premièrement, ça se pourrait que vous ne connaissiez pas ce jeu-là. C'est pas un jeu qui est énormément connu, mais les gens qui le connaissent ont tendance à l'aimer et pas à peu près. Donc, j'ai eu l'occasion de jouer ma première partie de City of the Big Shoulders lors du Jab. D'ailleurs, j'en ai parlé lors de ma revue de l'événement. Et là, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est City of the Big Shoulders? Alors, premièrement, c'est un jeu économique, je dirais, où on va contrôler des compagnies. Et là, on va avoir des parts de compagnie, des dividendes, on va devoir mettre de l'argent dans les coffres de la compagnie. Avec ça, essayer de faire prospérer. C'est un jeu qui mise beaucoup sur l'ambiance autour de la table parce que c'est un jeu très, très technique, je dirais. Donc, c'est un jeu économique assez costaud et malgré le fait que ce soit tellement d'éléments intéressants, j'ai trouvé que le jeu était un peu long. Et là, la durée du jeu, ma partie à 4 joueurs, c'était une première partie pour quelques-uns des joueurs autour de la table, a duré 4 heures. Pour certaines personnes, 4 heures, c'est rien. Bon, il y en a certains qui ont joué à des jeux de la série 1800, dont City of the Big Shoulder utilise quelques mécanismes, quelques concepts ludiques, et souvent, c'est des jeux qui vont être très, très longs. Et c'est un concept de jeu qui m'a toujours intéressé. L'aspect des jeux économiques, devoir gérer une compagnie, d'avoir des parts, d'acheter des parts, d'essayer peut-être de renverser si un autre joueur a des parts de la compagnie, d'essayer d'aller chercher un plus gros pourcentage de la compagnie pour faire un takeover. Donc, c'est vraiment beaucoup d'éléments dans les jeux de gestion que j'adore. Et j'avais vraiment hâte d'essayer ce jeu-là, même s'il m'intimidait un peu. Parce que le jeu va vraiment avoir beaucoup d'éléments qui sont vraiment, mais vraiment intéressants. Le problème, je crois, va pas être nécessairement avec le jeu, mais va être avec moi. En faisant ma partie de 4 heures, je me suis rendu compte que les jeux de cette durée-là sont pas nécessairement pour moi. Et là, certains d'entre vous vont dire « Ah, mais il faut que tu laisses une autre chance en jouant quelques parties. » Oui, mais j'ai malheureusement pas envie de jouer d'autres parties. Je pense que ça m'a fait rendre compte que j'ai une limite, si on veut, quand je vais jouer. Des fois, je me dis, hey, à la place de jouer une partie de City of the Big Shoulder, j'aurais pu faire facilement une partie de Terraforming Mars, peut-être même une partie peut-être avec un autre jeu, ou même une partie d'Ark Nova qui va me garder plus stimulé pendant la partie, malgré la durée. Et là, l'idée du jeu économique me plaît énormément, mais je pense que c'est juste pas fait pour moi. Parce que lors de ma partie, je me rendais compte, au début, j'étais comme super intéressé. Wow, c'est excellent, c'est super. J'aime vraiment les idées que le jeu amène. Et je pense que c'est en y jouant que je me suis rendu compte que c'est beaucoup trop long pour moi.
Je sais, il y a des gens qui vont aimer des jeux qui vont durer énormément plus longtemps, et ça, c'est vraiment une question propre. Et d'ailleurs, c'est le but du segment de la purge, justement, c'est d'expliquer les raisons qui m'ont poussé, moi, avec ça. Le problème, c'est que je pense que je pourrais avoir une satisfaction d'un jeu comme ça, avec une durée plus courte, avec pas nécessairement, j'ai pas de jeu en tête qui me vient nécessairement qui va le remplacer en tant que tel, parce que c'est un bon concept. Et sur papier, je pense que je devrais aimer ce jeu-là. Sur papier, ça devrait être un gros succès. Mais au final, ça a juste été une déception pour moi. Et pas par le jeu, mais plus par me rendre compte que moi, bon, j'ai mes limitations sur certains jeux. Il y a certains types de jeux que j'aime pas. Puis c'est ça qui est le fun dans ce beau hobby-là, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et malgré le fait que, en théorie, et ça c'est vraiment un beau concept de théorie contre la pratique, en théorie, j'aurais dû vraiment aimer ce jeu-là, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça qu'il va être purgé de ma collection. Je continue avec un deuxième jeu, celui-là un peu plus petit, un peu moins costaud, c'est le jeu Ragnaroks. Alors Ragnaroks, pour ceux qui ne le savent pas, est un jeu de la compagnie Grey Fox Games qui est un jeu abstrait avec un beau visuel. Le jeu nous donne un gros vibe de Santorini. D'ailleurs, c'est le même auteur qui le fait, mais c'est pas la même compagnie. Et c'est pas les mêmes illustrateurs non plus, malgré le fait qu'ils ont voulu copier le style de Mr. Cuddington, c'est pas à la hauteur, je dirais. Mais on fait abstraction du visuel, le concept du jeu, parce que le designer nous a offert Santorini, et je vous le cacherai pas, pour ma part, Santorini est un des jeux que j'ai joué le plus. En fait, c'est le jeu que j'ai joué le plus. Bon, ça aide que les parties durent quelques minutes, mais j'ai plus d'une centaine de parties à mon actif, et c'est un jeu qui, partie après partie, j'ai toujours de l'intérêt. Donc, on utilise les dieux, on a des parties qui sont différentes, et le concept des jeux abstraits, c'est un type de jeu que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup la série Devon, d'ailleurs, plusieurs jeux de la série, la série GIF, d'ailleurs, avec Devon, Tsar, qui sont vraiment dans mes préférés, mais je pense que pour moi, les jeux abstraits avec un beau look, c'est intéressant. Le Santorini a vraiment été un coup de circuit, vraiment un solide coup de circuit. J'ai beaucoup de plaisir à jouer à Santorini, même encore là, et j'ai l'extension de Santorini que j'ai jamais joué. J'ai jamais joué avec The Golden Fleece, pourtant je l'ai depuis tout ce temps-là, et c'est la preuve pour dire que le jeu de base, en tant que tel, est assez complet. Donc, Ragnaroks me donnait un peu le vibe de Santorini et j'aimais vraiment l'idée. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Ragnaroks, c'est un jeu où on va devoir tenter de se déplacer sur une carte. On va envoyer des rochers, donc si on veut des roches, comme ça, pour essayer de se placer et d'essayer de créer des zones. Donc, c'est vraiment un puzzle. Donc, on se déplace et l'idée du jeu était très bonne. Et encore une fois, je pense que c'est le même concept. Sur papier, le jeu me donnait l'idée que ça allait être intéressant. Mais quand j'ai joué, je me suis rendu compte que c'est pas à la hauteur du titre précédent. Et souvent, on peut être victime de son propre succès. Certains auteurs vont l'avoir été. Des auteurs qui vont être à succès avec certains jeux, ils vont essayer de reprendre la magie qui avait fait du jeu original un succès. Dans le cas de Ragnaroks, malgré le fait qu'il y ait un très beau visuel, donc c'est intéressant, et vraiment un gros vibe, c'est vraiment pas. C'est une pâle imitation, c'est pas le même jeu, là, mais c'est une pâle copie de ce que Santorini était, et je pense que malgré le fait que j'aurais vraiment voulu l'aimer, j'ai laissé beaucoup sa chance, j'ai joué plus qu'une dizaine de parties, un petit jeu abstrait, let's go, on va faire une petite partie, on va faire une autre, puis à chaque fois il y a de quoi qui me manque, je veux dire, peut-être bien qu'il faut que je rejoue, puis celui-là j'ai donné beaucoup de chance, bon, c'est certain que ça aide que c'est un jeu rapide, mais au final, j'ai juste été déçu, puis je me suis rendu compte que pourquoi aller essayer de donner autant une chance à un jeu quand Santorini va être clairement supérieur. Et je sais que les jeux abstraits sont pas pour tout le monde. Je sais que j'ai parlé avec beaucoup de monde, ça m'a surpris, qui disait que Santorini c'était vraiment pas dans leur tasse de thé. Et je pense que c'est correct. Je veux dire, il faut aimer les jeux très mécaniques. C'est un jeu qui ressemble beaucoup aux échecs pratiquement. Et le fait qu'il ait donné un visuel avec ça, c'est une espèce de style qu'ils ont donné, parce que les jeux abstraits habituellement sont très fades sur la table, comme ça, il n'y a pas de look, tandis que Santorini ont vraiment donné un beau petit look bubbly, et avec Mr. Cuddington et des artistes que j'adore, ils ont vraiment donné un vibe à ce jeu-là vraiment incroyable, et je pense que cette recette-là a été retentée avec Ragnaroks, et ça l'a vraiment, mais vraiment pas été un succès. La plupart des gens avec qui j'ai joué ont trouvé le jeu très ordinaire, et malgré le fait que j'ai vraiment voulu lui donner une chance, malheureusement, il va faire partie de la purge. Et là, je vais vous parler d'un troisième jeu, et c'est le jeu qui est le plus émotionnel. J'ai un attachement émotionnel avec ce jeu-là, parce que c'est un jeu que j'ai dans ma collection depuis plus de presque 10 ans. Ça fait presque 10 ans, je pense. Je l'ai acheté pratiquement à sa sortie. Ça fait 10 ans que je l'ai. Je vais vous parler du jeu Caverna.
Donc, premièrement, Uwe Rosenberg a été un de mes premiers auteurs chouchou. Donc, un auteur que j'ai fait « Hey, wow! Le jeu de société est vraiment incroyable. » Alors, à l'origine, j'avais joué à Agricola, que je trouvais très punitif. On se le cachera pas, Agricola est très difficile et très méchant comme jeu, et c'est pas pour tout le monde. Mais c'est un jeu qui a parti un genre, donc le placement, c'est pas le premier placement d'ouvriers, de gestion de ressources, mais c'est un des jeux qui a fait une espèce de template, une espèce de blueprint, de dire « Hey, ça c'est le plan pour un euro qui fonctionne. » Et Agricola a toujours été un jeu que j'aimais beaucoup, mais j'avais de la misère à le sortir sur la table parce que, bon, ça reste plus complexe. On parle de ferme, on parle de l'air intéressant, excellent, mais au final, c'était un jeu qui était beaucoup plus technique. Donc, à un certain moment donné, j'ai comme mis un peu Agricola de côté et j'ai découvert Caverna qui venait de sortir. Caverna se veut à être le cousin d'Agricola, si on veut. C'est une version qui a été... pas une version 1.5, parce que c'est deux jeux qui prennent la même base. Donc, on se le cachera pas, placement d'ouvriers, on a un petit plateau personnel, on va pouvoir planter des choses. Le jeu de base est vraiment sensiblement le même, mais c'est son application qui est différente. Donc, dans Agricola, on avait un côté avec les cartes qu'on draftait, qui donnait une espèce de départ asymétrique et qui faisait en sorte que les cartes allaient gérer notre partie au complet. Caverna, pour sa part, lui, était un peu plus type bac à sable. Donc, les options sont sur la table et on peut acheter les différentes salles pour construire parce qu'on a une mine qu'on va pouvoir faire au lieu d'avoir notre maison. On a une mine, donc on a l'aspect des champs et l'aspect de la mine et on va y aller. Ce que j'avais trouvé intéressant avec Caverna, c'est que c'était un peu, dans ma tête, une version d'Agricola pas nécessairement simplifiée, mais beaucoup moins punitive. Parce que le jeu était vraiment moins, on se sentait moins pris à la gorge pour nourrir notre famille, pour faire nos choses. Et j'ai trouvé à ce moment-là que Caverna était vraiment super pour pouvoir le montrer à des joueurs, pour pouvoir montrer le petit step-up de jeu euro un peu plus costaud, en restant quand même moins difficile à gérer. Donc, j'ai gardé Agricola et Caverna dans ma collection depuis très longtemps. D'ailleurs, je me suis toujours dit, et je pense que c'est l'auteur qui avait dit ça, si on est pour jouer 10 fois, on est mieux de jouer à Caverna, et si on est pour jouer 100 fois, on est mieux de jouer à Agricola, parce qu'Agricola a vraiment plus de profondeur, mais c'est beaucoup plus difficile d'accès. Donc, quand je m'étais dit, hey, parfait, je me suis demandé souvent, est-ce que je conserve les deux? Et finalement, Agricola, je me disais tout le temps, ah, je vais moins le sortir, mais j'aime vraiment l'idée que le départ asymétrique me plaisait beaucoup. Et là, je me disais, ben parfait, tu sais, Caverna, lui, de son côté, je l'ai sorti plus souvent. Je me rends compte que en regardant mes statistiques, ma dernière partie de Caverna remonte à 2015. Je pense 2015 ou 2016. Ça fait 7 à 8 ans que j'ai pas joué à ce jeu-là. Pourtant, il est encore dans ma collection. Et à chaque fois que je regarde ma collection, je dis, ah, Caverna, c'est un classique, c'est un bon jeu juste à côté d'Agricola, qui, je me suis demandé aussi, Agricola d'ailleurs, par la bande, est-ce que Agricola aussi est pas désuet, mais est-ce que j'ai vraiment encore envie de le sortir? Je le conserve dans ma collection comme une espèce de joyau, de joujou, de jeu chouchou, pardon, que je me dis, hey, wow, mais je les sors pas. Il y a tellement de nouveaux jeux qui sortent que j'ai envie de sortir des euros et des choses comme ça. Et je me dis, c'est quand la prochaine fois que je vais sortir ce jeu-là? Parce que c'est beau avoir un jeu qui fait beau dans ma collection, que c'est comme, ah, toutes les collections doivent avoir ce jeu-là. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai que toutes les collections doivent avoir un tel jeu ou un tel jeu. Je pense que ça va être vraiment selon les goûts à chacun. Et je me rends compte que malgré le fait que j'ai un attachement très émotionnel avec Caverna, et même Agricola par la bande, parce que là, plus j'en parle, je suis en train de me convaincre aussi que Agricola est peut-être un peu dans le même bateau que Caverna, du fait que ça a beau être des jeux qui ont marqué mon départ ludique, mais j'ai pas rejoué. Et j'ai pas tant l'intention d'y rejouer. Je pense qu'Agricola, je vais probablement lui donner une autre chance avant de m'en départir. Mais lorsque j'ai analysé pour décider quel jeu j'allais vous parler, je me suis vraiment mis dans la tête, j'ai dit, OK, là, c'est le moment. Je pense que Caverna a fait son temps dans ma collection. Et je pense que maintenant, il y a tellement de jeux qui sortent et tellement de jeux que oui, malgré le fait que ce soit un jeu, tu sais, je prends un exemple sur Porto Rico. Porto Rico est un jeu qui était super à l'époque. Vraiment, j'avais adoré ce jeu-là. Je me n'ai départi à un moment donné. J'ai eu un gros pincement au cœur en me disant, ah, c'est un classique. Ah, pourquoi je me départis de ce jeu-là? Et loin des yeux, loin du cœur, le jeu ne me manque pas du tout. La nouvelle version est arrivée, je me suis dit, ah, bon, ok, non, je pense que, tu sais, j'ai fait mon temps. Et je pense que c'est correct comme ça. Et chacun a le droit, puis si vous avez des attachements émotionnels sur des jeux, parfait, j'ai aucun problème avec ça, mais moi, je me rends compte que ma collection est souvent dirigée avec ces choix-là. Et je me dis toujours, ah, ben, ce jeu-là, je pense que je pourrais le sortir. Ah, ben, si on est 4 ou 5 joueurs, ah, avec les enfants quand ils vont être plus vieux, ah oui, ce jeu-là, c'est un classique.
mais est-ce que c'est un classique que je vais ressortir? Est-ce que ça vaut la peine de conserver autant de jeux? Et là, je parle devant la caméra, je parle à moi-même, en vérité. J'essaie de faire un cheminement sur mes habitudes de consommation ludique. Et malgré le fait qu'avec la chaîne, je suis amené à jouer un paquet de jeux, j'en reçois, j'en achète aussi. Et je me rends compte que des fois que c'est pas nécessaire d'avoir tout ça. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle que j'aime pouvoir vous parler, pour que vous puissiez faire vos choix sur certains jeux. Lorsque, mois après mois, je vous parle des jeux en rafale, des fois, c'est juste un petit cue, des fois, je suis une petite idée pour vous dire, hey, peut-être bien que c'est un jeu qui va coller avec vos goûts, peut-être bien que non. Et ça sert à rien de les avoir tous. Faut trouver des jeux qui vont nous plaire et des jeux qui vont bien faire dans notre collection. Donc, au courant des prochains temps, je pense que même moi, je vais essayer d'un peu de trimer ma collection. Là, j'avais réécouté la vidéo de JP de la purge et j'étais impressionné. Il est passé il a coupé à 100 quelques jeux dans sa collection. Ma collection est rendue à plus de 400 jeux et c'est pas 400 jeux que j'ai nécessairement envie de jouer là. Souvent, c'est des jeux que je me dis, ah, ouais, oui, je vais l'avoir si j'en ai besoin. Et je dis pas que il faut que je dilapide ma collection complète, mais je pense que ça va m'amener aussi à des habitudes. Et je pense que c'est un des côtés intéressants de ce segment-là, de la purge, de moi-même me rendre compte de certains jeux qui méritent plus nécessairement d'être dans ma collection et d'essayer aussi de faire un cheminement parce que quand je vous en parle, là, je suis en train de me convaincre moi-même pour certains de ces jeux-là. Donc maintenant, je veux savoir, vous, est-ce qu'il y a des jeux que je vous ai parlé qui résonnent en vous? Est-ce que je ferais une erreur monumentale de me débarrasser de Caverna? Est-ce que City of the Big Shoulder, j'ai fait une erreur parce que c'est pas un jeu qui est accessible, qui est facile d'accès? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous avez essayé Ragnarok, le jeu un peu plus obscur dans la collection, dans la série? Je veux savoir vos avis. C'est toujours agréable de pouvoir discuter avec vous. Est-ce que vous aimez le concept de la purge? Moi, je sais que quand JP a sorti cette idée-là, j'ai vraiment trouvé ça super et je suis vraiment content de pouvoir vous en parler. On n'en fera peut-être pas nécessairement tout le temps, mais je pense que l'idée de choisir quelques jeux pour pouvoir prendre le temps de s'assire et de vous expliquer les raisons qui nous poussent à notre divorce ludique, je pense que c'est toujours intéressant, un exercice très intéressant à faire et je suis content de pouvoir le partager avec vous. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!